Bonjour à tous et puis bonne année 2022. Bien, il est un peu tard, mais malgré tout, c'est toujours une bonne occasion de présenter ses vœux et nous allons commencer cette année avec pour les webinaires de 2022. Donc, je suis Cyril Pujos. Je vais vous parler aujourd'hui de relaxation et de fluage viscoélastique dans vos simulations Abaqus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quelques petits rappels, donc ces webinaires couvrent le domaine de la simulation, du design et du système engineering. Contrairement à l'année précédente où nous faisions 2 webinaires par mois, on va plutôt passer sur un rythme d'un webinaire par mois, toujours sur un créneau de mardi de 11h30 à midi. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets qui vous intéressent à 3dx@keonis.com pour que nous puissions faire des webinaires qui vous soient le plus utiles possible. Je vous rappelle également que nous avons sur le site de Keonis un espace dédié à la simulation numérique. Nous vous invitons à aller consulter. Vous y trouverez les replays des différents webinaires, mais également des articles techniques, des tutoriaux, enfin, voilà, et des présentations des différents produits ou nos programmes de formation. Donc ça peut vraiment vous intéresser. N'hésitez pas à le consulter, c'est fait pour vous. Allez, on va attaquer maintenant le vif du sujet, à savoir modéliser la relaxation et le fluage viscoélastique avec Abaqus. Alors, petit rappel de définition, histoire qu'on parle tous de la même chose. L'idée, c'est que la matière n'est pas toujours aussi solide ou indéformable qu'on se plaît à le croire, aussi rigide que ça. Et on observe, dans certains cas, des phénomènes dits, par exemple, de relaxation, c'est-à-dire que lorsque la matière est soumise à un état de déformation constante, eh bien, on observe une diminution de la contrainte au cours du temps. De la même manière, on a le phénomène de fluage, c'est-à-dire que cette fois-ci, on soumet la matière à une contrainte constante, donc un état de cisaillement, par exemple, constant, et on voit la déformation augmenter. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des déformations dans le temps ou une variation des contraintes qui n'est pas celle qu'on attend si on se lie à la mécanique élastique qu'on utilise habituellement. En fait, la matière s'écoule et elle adopte un comportement visqueux. Alors, cette viscosité, du point de vue moléculaire, peut être simplement une réorganisation des molécules, notamment lorsque vous avez des chaînes polymères qui vont du coup se désenchevêtrer ou se réenchevêtrer et qui vont modifier les propriétés mécaniques. C'est-à-dire qu'en termes d'observation, quand on veut mesurer le module élastique, par exemple, ou en cisaillement apparent, eh bien, on va voir celui-ci changer en fonction du temps, et ceci en fonction de ce réarrangement moléculaire. Bien entendu, comme on a un réarrangement moléculaire, il y a des échelles de temps qui vont être associées à ce phénomène. Et donc, dans des polymères justement où on a une distribution de longueur de chaîne, eh bien, vous pouvez avoir également plusieurs échelles de temps qui peuvent intervenir. Donc typiquement, cette notion de viscosité, elle va faire varier les propriétés, c'est-à-dire qu'on a ce que je disais, notre module de cisaillement apparent, par exemple, le module volumique, qui va varier en fonction du temps, et sur des échelles de temps qui peuvent être parfois très longues et qui posent du coup des questions sur la manière dont la structure que l'on souhaite caractériser avec la simulation va se comporter dans le temps. Donc, c'est ça qui nous intéresse, ça va être l'objet de ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut modéliser, simuler ces effets-là avec Abaqus? Alors, ces effets-là, en fait, lorsqu'on a justement cette notion de fluage ou de relaxation, mais que lorsqu'on charge et qu'on décharge, on revient à l'état initial, on parle alors de viscoélasticité. La notion d'élasticité parce qu'on revient à cet état initial et cette notion de viscosité à cause de l'écoulement. Cette viscoélasticité, pardon, elle n'est pas nécessairement linéaire. Elle peut être non linéaire. C'est ce qui se produit lorsque l'intensité
où la vitesse du chargement varie et que ça a un impact sur la façon dont va se passer le fluage ou la relaxation. Donc vous avez par exemple un exemple de courbe. Alors on travaille sur des contraintes normalisées, c'est-à-dire que par exemple on a un cas où on va voir on impose par exemple une déformation de, allez, je vais dire de 0,1 et puis l'autre, on va prendre une déformation unitaire et on voit que la contrainte ne va pas se relâcher de la même façon en fonction du chargement qui est effectué. Ça, c'est de la viscoélasticité non linéaire. Ces phénomènes sont également très souvent thermodépendants. Donc voilà, expérimentalement, ça va varier en fonction de la température. Comment fait-on ça dans Abaqus? Et expérimentalement, dès lors que vous faites des caractérisations pour être capable justement de mesurer ces éléments, ce sont ces données dont vous allez avoir besoin pour renseigner vos modèles de simulation, eh bien ces caractérisations peuvent être faites soit de façon temporelle, soit de façon fréquentielle. Tout va dépendre du matériel que vous allez utiliser. Alors au niveau de notre présentation, on a réparti celle-ci en plusieurs parties. D'abord, on va travailler sur la viscoélasticité linéaire, qui est le cas, on va dire, le plus simple à mettre en œuvre avec les modèles de série de Prony. Puis on regardera la viscoélasticité non linéaire, où là, il y a une modélisation plus avancée qui est dénommée dans Abaqus sous le terme de Parallel Rheological Framework. Enfin, on regardera également les différentes analyses compatibles avec ces données et utilisables dans Abaqus pour faire vos simulations. Alors, attaquons avec la viscoélasticité linéaire. La viscoélasticité linéaire est la seule viscoélasticité que vous pourrez définir directement dans Abaqus CAE, c'est-à-dire dans l'interface. Pour la viscoélasticité non linéaire, on le redira, vous êtes obligé de passer par des keywords et donc par la modification du fichier INP input qui est généré par le CAE. Cette viscoélasticité linéaire, elle est nécessairement associée à un comportement qui doit être élastique. Ce comportement, il peut être élastique classique ou également hyperélastique ou de type hyperfaux. Mais cette viscoélasticité, c'est quelque chose qui va s'ajouter, qui va venir compléter la définition d'élasticité primaire que vous avez prise au démarrage. Alors, comme nous le disions en introduction, la viscoélasticité peut être caractérisée expérimentalement en temps ou en fréquence. Ça va dépendre des moyens matériels dont vous disposez et des coûts, bien sûr, qui sont afférents. Les modèles proposés dans Abaqus sont capables de partir de ces données. Donc, vous pouvez effectivement exploiter ces données expérimentales directement pour déterminer les coefficients de votre modèle. Si vous faites une caractérisation temporelle, eh bien, on va évaluer la variation du module de cisaillement et du module élastique isostatique, qu'on appelle aussi bulk modulus, ainsi que la durée de cette variation. Cette variation, cette durée peut être très longue en fonction des matériaux. C'est le fameux temps caractéristique ou les temps caractéristiques qui vont intervenir. Un terme de série de Prony, il est donc déterminé par un module de cisaillement, un module d'élasticité isostatique et un temps caractéristique. Et on peut en définir jusqu'à 13 termes, donc c'est-à-dire 13 temps caractéristiques et 13 modules de chaque pour avoir une définition complète du phénomène. Ceci, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez des matériaux où vous avez de nombreuses chaînes moléculaires et donc vous allez avoir des temps caractéristiques différents pour relâcher ou pour faire fluer la matière. Alors, en fréquence, on peut toujours utiliser la définition de série de Prony qu'on vient de voir en temporel, mais on a d'autres types de définitions. Alors, on peut s'appuyer sur une loi puissance de la fréquence, donc qui est donnée ici, avec une définition complexe des modules de cisaillement et des modules élastiques isostatiques. Ou on peut aussi beaucoup utiliser une table. Donc, elle est présentée ici sur la deuxième image en bas à droite, où on vous donne les termes
à rentrer. Alors ces termes-là, ils ne sont pas nécessairement évidents en termes de définition. On trouve la définition de chacun de ces termes dans la documentation, bien entendu, et nous les avons rappelés ici, en rappelant également que l'indice L qui est ici, c'est loss, c'est le module de perte de cisaillement, tandis que G infini, c'est le module à l'infini, et GS, c'est le module de storage, c'est-à-dire le module de conservation en français. Voilà. Donc ça, c'est les définitions qui vont vous permettre de reconstituer les contenants de chacune des colonnes. Donc il faut avoir ça en tête, parce que évidemment, sinon vous n'allez pas définir correctement vos données, et donc vous obtiendrez des résultats surprenants. Alors, que ce soit en fréquence et en temps, si vous avez des données expérimentales, vous avez de toute façon la possibilité de faire l'évaluation directement dans Abacus. À ce moment-là, pas de souci. Vous allez définir du coup dans la définition des données viscoélastiques le type de données que vous allez rentrer et vous allez utiliser la procédure Evaluate Material. Vous avez peut-être utilisé par ailleurs sur d'autres caractéristiques et qui va faire le calcul des coefficients pour vous. Il faut juste noter que les données que vous allez devoir fournir doivent être normalisées. C'est la seule chose à laquelle il faut faire un peu attention, mais globalement, pas de difficulté particulière. Une fois qu'on a défini ça, on s'est intéressé à la partie viscoélastique, mais pas du tout encore à la dépendance en température. Alors, cette viscoélasticité, elle est souvent thermodépendante. Si vous avez des données pour nourrir le modèle, eh bien, ça peut vous permettre justement d'en tenir compte. La loi par défaut qui est proposée dans Abacus CAE, c'est la loi WLF, c'est-à-dire tirée des noms de William Landell et Ferry, qui sont à l'origine de cette loi thermodynamique. De la même manière, vous avez une loi d'Arrhenius, mais qui, elle, n'est exploitable qu'en keyword. Donc, ce sont deux lois qui permettent en fait l'application du principe d'équivalence temps-température en déduisant le décalage d'une courbe par une sorte de translation. Dans la documentation, ces modèles-là, on y fait référence sous l'appellation de loi thermoréologiquement simple, TRS. Voilà, ça c'est le terme qui vous permet de les retrouver dans la documentation si vous en avez besoin. Alors, depuis 2021 Hotfix 4, donc sur les versions récentes d'Abacus, vous avez aussi la possibilité de définir votre dépendance en température sous une forme tabulaire, c'est-à-dire que globalement, vous lui rentrez les différents modules en fonction de la température et lui va faire les interpolations lorsque vous vous trouvez entre les deux. Donc, ça vous permet de ne pas avoir besoin de calibrer une loi analytique de type Arrhenius ou WLF pour que ça colle avec vos données. Vous rentrez directement vos données. Ça peut être intéressant. Enfin, si vraiment aucune de ces lois ne vous permet de rentrer de façon satisfaisante ce que vous avez la possibilité de passer par une subroutine utilisateur, la subroutine UTRS ou VUTRS en explicite. La seule contrainte, c'est bien sûr, vous avez besoin pour cela d'un compilateur Fortran et d'un compilateur C++. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur le site de la simulation de Keonis, dans la rubrique des tutoriaux, l'article sur le compilateur Fortran Intel One API, où il y a un mode d'installation sur les versions récentes qui peut vous intéresser. Alors, bien sûr, si on parle d'Abacus aujourd'hui, il faut aussi parler de la plateforme 3D Experience qui se développe en parallèle et qui a bien sûr la possibilité de définir également des matériaux viscoélastiques. Donc on va retrouver ces définitions de façon générale. Les appellations peuvent changer un petit peu. On voit par exemple qu'au lieu de parler de thermodépendance, il parle de température time shift. On est vraiment sur ces lois de décalage et d'équivalence temps-température. Et on retrouve cette fois-ci directement en table WLF et Arrhenius. Voilà. Alors, malheureusement, si les modèles de série de Prony donnent de bons résultats lorsque des formations restent petites, dès lors qu'on est sur des déformations un petit peu importantes, eh bien, ou sensibles, comme je le disais plutôt, à la vitesse de chargement ou à l'intensité de chargement, eh bien, ces modèles ne suffisent plus. Donc, il va falloir du coup aller explorer les modèles de viscoélasticité non linéaires qui peuvent apparaître et qui peuvent vous concerner dans ce cas-là. Alors, ces fonctionnalités avancées sont définies
à travers le mot-clé viscoélastique, paramètre non linéaire, qui n'est pas supporté par Abacus CAE. Donc vous êtes obligé de le faire en ligne de commande. Notez toutefois que si vous utilisiez la plateforme 3D Experience, celle-ci est capable de supporter ce mot-clé, donc vous pouvez rentrer directement les éléments dans l'interface. Le modèle qui va être utilisé par Abacus, c'est le modèle dit PRF, Parallel Rheological Network. Et l'idée, c'est effectivement qu'il va mettre en parallèle différents réseaux dans lesquels vous trouverez des ressorts élastiques non linéaires, donc de type hyperélastique, des amortisseurs non linéaires avec différentes formulations qu'on va voir après, et un réseau particulier en parallèle qui est le réseau 0, on le voit sur l'illustration en haut à droite, qui est un réseau d'équilibre qui permet la prise en compte de la plasticité et de l'effet Mullins. Alors pour rappel, l'effet Mullins, que l'on retrouve souvent dans les élastomères, va traduire la dépendance de la courbe contrainte déformation à la charge maximale précédemment rencontrée par le matériau. C'est-à-dire que en fonction des charges auxquelles vous avez déjà soumis votre matériau, vous n'allez pas suivre la même courbe, et ça, c'est important de le prendre en compte sur ces matériaux-là. Les PRF sont faits pour des modèles soumis à de larges déformations. Dès lors qu'on s'intéresse à ça, les modèles élastiques linéaires n'ont plus de sens. Et du coup, vous ne pouvez pas mettre simplement un comportement élastique en parallèle de la viscoélasticité, vous êtes obligé de passer par un comportement hyperélastique qui, lui, sera commun à tous les réseaux. Les réseaux, ils vont agir en parallèle. Et donc, on va pondérer l'action de chacun des réseaux par un coefficient nommé stiffness ratio. C'est lui qui va permettre de modérer tel ou tel modèle, tel ou tel réseau par rapport aux autres. Donc c'est un coefficient important dans la détermination pour justement avoir une précision subtile sur les différents modèles utilisés. Il n'y a pas de restriction sur les comportements hyperélastiques que vous pouvez utiliser. Donc ça va dépendre des lois pour lesquelles vous avez des données. On va maintenant s'intéresser du coup aux amortisseurs non linéaires de ces réseaux, et plusieurs lois de fluage sont utilisées pour les définir. Bon, vous pouvez en connaître un certain nombre d'entre elles. Donc vous voyez, on va retrouver les lois classiques, viscoélastiques, non linéaires. On va mettre un identifiant à chacun de ces réseaux, donc 1, 2, 3, peu importe. Un stiffness ratio qui va pondérer tel ou tel réseau par rapport aux autres, et ensuite la loi analytique sur laquelle on s'appuie pour prendre en compte cette nouvelle loi. Donc j'ai ici essayé de tout rassembler. Bien entendu, si vous voulez le détail de tous les termes utilisés, il faut aller les voir dans la doc, mais vous avez comme ça une vue générale de ce qui est possible là-dedans. Notez que vous avez également une subroutine spécifique si aucune de ces lois ne vous satisfait, qui est la subroutine UCRIP Network, qui vous permet du coup de générer ce genre de choses. Voilà, globalement, ce qu'il y a à retenir sur ce système-là. Alors, chaque réseau peut adopter une loi différente. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que vous ne savez pas parmi les lois précédentes laquelle est la mieux. Vous pouvez tout à fait les mixer les unes avec les autres pour avoir une bonne représentation de ce qui vous intéresse. Et du coup, on va gérer ce mélange par justement les stiffness ratios qui vont permettre de déterminer quelles sont les lois qui sont les plus représentatives de votre comportement si vous partez de données expérimentales. Alors, les stiffness ratios peuvent varier en fonction de la température, mais également de predefined field variables. Donc, ça veut dire que vous pouvez introduire effectivement des variations en disant le modèle, il suit telle loi à telle température, mais il change. Et donc la forme de la loi change. Eh bien, vous pouvez en tenir compte grâce à la dépendance en température ou éventuellement à des field variables si vous en avez besoin. Donc, il suffit du coup de rajouter les mots-clés Network Stiffness Ratio et de définir ces éléments-là.
Les lois visqueuses précédentes peuvent évoluer selon la température de la même façon que la viscoélasticité linéaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver également la thermodépendance comme on l'avait fait précédemment pour la viscoélasticité linéaire, WLF et Arrhenius, table, ou aussi une subroutine, alors qui n'est pas la même que précédemment, mais qui est UTRS Network. Alors attention, cette subroutine n'existe pas en explicite. C'est la limite du système. Alors, dans la plateforme 3D Experience, comme je vous le disais, la viscoélasticité non linéaire peut être définie directement. Vous voyez que vous avez une interface dans laquelle vous allez pouvoir définir vos différents réseaux, les stiffness ratios, les lois choisies et les différents coefficients. La difficulté des PRF, c'est qu'il n'y a pas d'outil d'évaluation inclus dans Abaqus CAE. C'est trop complexe pour cela. Donc, les outils génériques permettant de faire de l'optimisation vous donneront des résultats si vous êtes capable d'exprimer la fonction objectif adéquate. Alors, Dassault Systèmes propose aujourd'hui 2 outils plus spécifiques pour vous aider dans ce cadre-là. EyeSight, qui est un outil générique d'optimisation et de calibration, qui se couple facilement avec Abaqus pour faire de la calibration de données à partir des résultats dont vous disposez. Et puis, l'application Material Calibration de la 3D Experience, qui est un outil facile de mise en œuvre et très efficace si vous possédez les données expérimentales au format attendu par la plateforme. C'est-à-dire qu'elle a des méthodes qui sont extrêmement efficaces dès lors que vous êtes capable de lui fournir exactement ce qu'elle attend. Voilà. Donc il faut bien vérifier effectivement si les données sont compatibles avec l'exigence. Mais ça, c'est aussi un outil vraiment dédié à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le webinaire qui a parlé de la calibration de matériaux avec cette méthode. Et puis bien sûr EyeSight si vous ne le connaissez pas. Qui dit optimisation dit comparaison avec des analyses. C'est pas tout d'avoir défini des lois matérielles possibles d'utilisation, il faut encore que celles-ci soient associées aux bonnes analyses pour pouvoir en extraire les résultats pertinents. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Alors, je vais commencer par la viscoélasticité définie en temps, et celle-ci est active, donc utilisable, prise en compte par les différentes analyses suivantes. Pas toutes les énumérer, mais globalement, on va retenir les différentes analyses dynamiques et la méthode quasi-statique Visco. Alors ça, c'est une analyse qui est particulièrement intéressante lorsqu'on veut regarder l'effet sur considération presque statique, mais large dans le temps. On veut regarder justement un effet de relaxation sur un système qui n'est plus censé bouger avec des échelles de temps importantes. Mais ça, la quasi-statique Visco, elle est vraiment faite pour ça. Voilà, globalement. Alors, sur le cas spécifique du statique général, que se passe-t-il si vous avez renseigné une loi viscoélastique et que vous utilisez une analyse de type statique général? Eh bien, l'analyse statique ne prend pas en compte la viscoélasticité. Elle vous donnera donc le résultat élastique pur sans tenir compte du fluage ou de la relaxation. Toutefois, le module élastique ou de cisaillement qui va être utilisé, eh bien, il n'est pas nécessairement le même. Vous avez 2 possibilités. Vous avez peut-être jamais fait attention, mais dans la définition du module élastique, vous avez module time scale, qui peut être du long terme ou instantaneous. Le module instantané, ça correspond au module élastique traditionnel, c'est-à-dire celui qui se produit dès lors que vous commencez à solliciter votre matière. Et le module long terme, lui, prend en compte en fait la viscoélasticité comme si elle s'était écoulée sur un temps suffisamment long pour qu'on ait atteint la variation maximale de cette propriété apparente. Donc c'est le G infini, par exemple, module de cisaillement à l'infini lors d'un cisaillement. Et donc effectivement, le résultat varie. Ça peut vous permettre voilà, d'avoir le résultat avec une analyse relativement simple, sans regarder la variation au cours du temps. Alors, lors d'une analyse où la viscoélasticité est définie de façon temporelle, eh bien, il est possible de définir un facteur de conversion de l'énergie dissipée par la viscoélasticité en chaleur. Effectivement, donc ce coefficient, il est à 0,9 par défaut, et donc il vous permet de dire
voilà, j'ai du fluage, donc j'ai une dissipation visqueuse. Cette dissipation visqueuse de l'énergie, eh bien 90% de l'énergie calculée là-dedans va être reportée sur mon bilan thermique si je m'intéresse aussi au suivi thermique de mon analyse. Ce coefficient est bien sûr modifiable en fonction de vos besoins si vous avez des données plus précises. Qui dit analyse dit également sortie pour pouvoir justement analyser les résultats qui sont obtenus. Et donc, on insiste notamment dans la documentation sur les modules EE qui correspondent à la déformation élastique instantanée, donc de façon justement à regarder le comportement initial, et CE par exemple qui va être le tenseur des déformations strictement liées au fluage. Et puis, vous avez CEQ qui est la déformation de fluage équivalente. Voilà. Donc ça va vous permettre de suivre vraiment les effets du fluage et de facto de la relaxation, ça va être vraiment la même chose. Et donc de comparer, de voir les effets spécifiques de cette modélisation. La viscoélasticité peut être définie en fréquence et on peut l'utiliser dans des analyses s'appuyant sur la fréquence comme les analyses dynamiques linéaires. Vous avez cependant deux types d'analyses là-dedans. Soit vous avez des solutions de type direct, soit vous avez des analyses qui nécessitent une analyse fréquentielle préalable. Donc une analyse modale. Alors, l'analyse modale, il faut faire attention parce qu'elle ne prend en compte les propriétés viscoélastiques qu'à une fréquence prédéfinie. Vous voyez que quand je définis dans mon step de type frequency, il faut que je lui dise à quelle fréquence je vais utiliser les propriétés. Si vous ne le remplissez pas, eh ben, les propriétés viscoélastiques sont tout simplement ignorées. Alors ça veut dire aussi que si vous faites une analyse modale à large spectre, eh bien, très probablement vos données ne seront pas très justes en termes d'analyse modale dès lors que vous vous éloignez des fréquences pour lesquelles vous avez déterminé vos propriétés viscoélastiques. Donc il faut y faire attention par rapport à ce type d'analyse. C'est pour ça que les analyses de type direct n'auront pas ce biais. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment avoir les effets viscoélastiques en linéaire, en dynamique linéaire. Voilà qui fait un bon tour de différents points sur la viscoélasticité. Donc Abaqus et la 3D Experience incluent des modèles permettant la prise en compte de la viscoélasticité. Il y a deux grandes approches, la viscoélasticité linéaire et la viscoélasticité non linéaire, toutes les deux possiblement thermodépendantes. Les séries de Prony peuvent être estimées à partir de données expérimentales dans Abaqus, mais les PRF, les Parallel-Logical Framework, nécessitent une optimisation via une solution tierce. La caractérisation temporelle ou fréquentielle est exploitée à travers des analyses quasi-statiques ou dynamiques, donc là, à voir en fonction de vos utilisations. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les rentrer dans l'interface, dans le chat, pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Alors, on vous rappelle pendant ce temps-là que nous sommes là pour vous aider. Ces webinaires sont là pour vous présenter différents aspects, mais vous pouvez bien sûr nous contacter pour aller plus loin dans les analyses, pour de la formation. On est là pour ça. À titre de formation, si vous êtes intéressé par ce type de sujet, vous pouvez être intéressé par la formation Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus, où là, on rentre effectivement dans ces modèles spécifiquement. Vous pouvez aussi être intéressé sur tout ce qui concerne la calibration, que ce soit à travers la 3D Experience avec l'outil Material Calibration ou avec l'utilisation d'EyeSight, qui est un outil générique sur ce genre de fonctionnalité. Notre prochain rendez-vous, ce sera a priori le mardi 22 février et nous parlerons ensemble des découvertes, des nouveautés Abaqus et Simulia pour 2022. Voilà, le temps d'absorber toutes les informations et de pouvoir vous faire une présentation non exhaustive, mais des nouveautés que nous jugeons les plus pertinentes et les plus intéressantes pour vous par rapport à ce sujet.
Voilà, j'ai terminé sur ce sujet et je vais maintenant regarder si vous avez des questions. Tac. Ok, alors, bon, effectivement, on me demande si la viscoélasticité peut être utilisée en explicite. Alors oui, on peut évidemment utiliser la viscoélasticité en explicite, hein, ça a été dit plusieurs fois. Il y a quelques restrictions. On voit qu'en viscoélasticité non linéaire, il y a les utilisations de subroutines, par exemple, ne sont pas forcément possibles, alors que ça l'est en linéaire. Voilà. Ah, pardon. Alors que ça l'est, oui, en linéaire, effectivement, et bien sûr en standard, également non linéaire. Alors, ce qui est important à ce moment-là, quand vous vous posez ces questions, si vous faites de l'explicite, c'est souvent, pas toujours, mais souvent pour faire de la dynamique rapide. Dès lors que vous posez les problèmes de dynamique rapide, il faut vous poser les questions de viscoélasticité dans leur échelle temporelle. Il faut effectivement être sûr que la viscoélasticité qui vous intéresse, elle intervient dans des temps caractéristiques suffisamment courts est compatible avec l'analyse. Si vous faites une analyse très rapide et que la viscoélasticité n'a pas le temps de se développer, c'est peut-être pas nécessaire de la mettre en compte, de la prendre en compte dans ce type d'analyse. Voilà, c'est une des questions qu'il faut bien garder en tête là-dessus. Dès lors que vous allez aller sur des temps de viscoélasticité comment dire, très longs, à ce moment-là, ben, on va plutôt chercher des méthodes quasi-statiques du type visco, hein, qui est plus approprié pour ce genre d'analyse. Alors, tac, alors j'ai une question, attendez. Pour les deux layers viscoélastiques plastiques, est-ce que l'élasticité est linéaire? Je vous ai entendu dire que toujours avec la viscosité, c'est l'hyperélasticité. Non, alors, si la viscoélasticité est linéaire, alors on peut utiliser un module élastique, mais pour utiliser un module PRF en viscoélasticité non linéaire, effectivement, là on est obligé d'utiliser une représentation hyperélastique. Ça, c'est obligatoire. Alors effectivement, si vous voulez faire du viscoélastique avec une prise en compte de la plasticité, vous êtes obligé d'utiliser un PRF, et du coup, votre comportement élastique, vous allez être obligé de le représenter avec un modèle hyper élastique. Donc c'est pas forcément idéal, et vous n'avez pas forcément tout à fait la bonne caractérisation, mais malheureusement, là, vous n'aurez pas le choix par rapport à ça. Autre question, comment savoir si on peut se contenter d'un modèle viscoélastique linéaire? Ah, c'est une vaste question. La seule vraie justification, c'est un large jeu de données expérimentales qui inclut le domaine de la simulation. Dès lors que vous allez solliciter la matière plus vite ou plus fort que dans votre caractérisation expérimentale, vous ne pouvez pas être totalement certain que le modèle que vous avez choisi est suffisant. Le problème, c'est que vous pouvez manquer de données expérimentales et à ce moment-là, vous vous contentez d'un modèle viscoélastique linéaire simplement parce que vous n'avez pas les données pour alimenter un modèle plus complexe. Là encore, c'est important, hein. Plus la physique est complexe, plus vous avez besoin d'informations complémentaires pour vous assurer d'avoir des résultats physiques représentatifs de l'observation expérimentale. Ces données, elles sont malheureusement souvent chères, longues à acquérir et parfois très variables. Lorsqu'on fait de la caractérisation rhéologique sur des matières plastiques, en fonction du lot, en fonction de l'humidité, en fonction de la température, vous avez des variations qui peuvent être importantes. Et ça propage une incertitude sur vos données qui va être importante. Donc la question à ce moment-là qu'il faut bien garder en mémoire, c'est quelle est la précision dont vous avez besoin sur votre résultat. Plus vous cherchez à avoir un résultat précis, et plus la caractérisation des matériaux fines s'avérera indispensable et vous permettra du coup d'avoir le meilleur modèle, peut-être linéaire si ça suffit, ou non linéaire avec toutes les caractéristiques qui vous intéressent. Voilà. Alors,
Alors, comment faire pour implémenter le comportement élasto-visco-plastique de Norton-Huff? Alors, je ne connais pas la loi de Norton-Huff directement. S'il n'est pas implémenté tel que vous en avez besoin, a priori, vous êtes obligé de passer par des méthodes de type PRF. Et si il n'y a aucun des, comment ça s'appelle, des amortisseurs proposés qui convient, eh bien, vous êtes obligé de passer à ce moment-là par la méthode de subroutine pour le déterminer. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air pas mal. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Ah non, tenez, une nouvelle que j'avais pas vue. La viscosité dans Abacus simule le fluidage secondaire uniquement plastique, matériaux existant dans Abacus. Alors là, on parle du coup, ouais, et là, on est sur de la viscoplasticité. Alors, à ce moment-là, bon, là, on a vraiment fait un webinaire sur la viscoélasticité. Vous avez des modèles de viscosité complets qui sont derrière, effectivement, et qu'il faut aller voir pour regarder. Pour répondre complètement à cette question, là, il faut que j'aille creuser. Je vais plutôt que de vous dire des bêtises. Oui, vous me dites que c'est ce que vous avez lu, effectivement, que ça ne représente que le fluage secondaire. C'est probablement le cas. Voilà, je l'ai pas en tête. Je préfère pas vous dire de bêtises. Je regarderai et puis je vous répondrai à ce moment-là par courriel. Bien, bah écoutez, merci en tout cas de votre participation, d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite bon appétit et puis je vous dis à bientôt, notamment pour les nouveautés des produits Simulia en 2022. Bonne journée à tous. Au revoir.